La tâche est difficile, effectivement, je vous remercie, hein, vous avez mis la barre haut comme ça, et je pars de loin. Moi, mon fils en troisième, quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il m'a répondu t'es sûr qu'on est obligé de travailler dans la vie? Je n'ai pas su quoi lui répondre. Et ça ne dit pas que les jeunes ne veulent pas travailler. J'ai assisté à toute la journée, donc je voudrais faire une synthèse pour tous ceux qui n'étaient pas là ce matin, en disant de quoi on est parti, puisque ce matin c'était un atelier d'échange de pratiques et sur une question particulière des travailleurs handicapés. Et je crois que dans cet exemple-là, on a une accumulation du niveau de contrainte face à laquelle on est confronté. Et c'était intéressant de voir ces situations évoquées, parce que finalement, ça ramène le conseil à des évidences qu'il est importante de nommer. Hein. La première évidence, c'est que rien ne se fera sans la relation. Et dans les situations qui ont été évoquées, en finale, on se rend compte que s'il n'y a pas ce que Noël de Noyel appelle une disparité des places, mais une équité de la relation, eh bien, on ne va pas arriver à permettre à la personne de développer l'ensemble de ces représentations avec tout ce qu'elles ont, de parfois très anecdotiques ou de parfois très éloignées de la réalité. C'est pas qu'elles ne le savent pas, elles savent que c'est des représentations dont elles sont pas fières, mais qui sont les leurs. Il faut déjà créer le contexte pour que ça soit possible. On a parlé ce matin d'intelligence de l'instant. Le deuxième élément, c'est la primauté de la personne. Une conseillère parlait du fait qu'elle arrivait à recentrer le travail sur ce qui était important pour la personne, et c'était peut-être le seul objet du conseil, par une question: qu'est-ce qui est important pour elle ici et maintenant, pour qu'elle puisse reprendre la main sur sa situation. Et finalement, ça amène peut-être à poser l'idée qu'a posée Madame Osti, peut-être qu'il faudrait envisager que l'utilité, une sorte d'utilité qui ne passe pas par l'emploi, qui passe plutôt par des questions d'identité, de sens, de dignité sociale, dans des dispositifs qui sont tous mesurés de la même façon, c'est-à-dire le retour à l'emploi plutôt définitif, plutôt sur des CDI, et ce pour tout le monde, dans une société où déjà, sans être handicapé, on a déjà du mal. Donc, ce matin a été balayé, mais cet après-midi aussi, un ensemble de paradoxes autour de la complexité. Je vous en cite quelques-uns. André Chauvet a commencé ce matin en disant: en France, on essaye de détecter les décrocheurs à l'école. Au Canada, on essaye de créer les conditions de la persévérance. Sur quoi il vaut mieux travailler, détecter ou faciliter, créer les conditions? C'est une question posée ce matin. Et puis le dernier élément de la complexité de ce travail d'accompagnement est la coopération, le partenariat, l'obligation de partenariat. On parle, je l'ai entendu encore cet après-midi, d'être copropriétaire d'un problème, avec l'idée que peut-être, soit on est sur une position d'expliquer pourquoi c'est pas possible, on évoque là les dispositifs qui sont en contradiction avec le travail, on évoque là tout un ensemble de choses qui rendent difficile le travail, mais pour autant, quand on commence à s'attribuer la responsabilité de cette négociation, avec cette co-négociation avec l'environnement et notamment l'environnement des partenaires, eh bien, on arrive à trouver des zones de travail possibles avec des professionnalités extrêmement différentes. J'en réfère à cette collègue qui travaille avec le médecin du travail et qui tombe sur une jeune médecin du travail qui laisse ouvertes les possibles pour une dame, et finalement elles vont se mettre d'accord toutes les deux, c'est-à-dire la collègue du CIBC et cette médecin du travail, sur deux principes partagés. Le premier, on a toutes les deux le souci de sécurité à moyen, à long terme pour cette personne, donc la question de la santé est importante. Et le deuxième principe, notre accompagnement a une fin. Demain, cette personne va rencontrer un autre médecin qui ne fonctionnera pas comme nous, une autre conseillère qui ne fonctionnera pas comme nous. Notre rôle est un transfert de savoir et de pouvoir à cette personne, et ça change très profondément le métier que de considérer que l'expert doit devenir la personne en elle-même.
C'est une grande complexité qui est montrée aussi cet après-midi avec des branches professionnelles qui essayent de valoriser certains métiers, qui essayent d'apporter de l'information dans un contexte où l'information a quand même pour caractéristique d'être énorme et de durée de vie limitée, souvent à géométrie variable. Donc l'enjeu d'accéder à cette information et la traduire pour soi est extrêmement important. C'est peut-être pour ça que le Conseil représente en France 35 000 professionnels. C'est un des pays qui possède le plus de conseillers dans l'orientation, dans l'emploi et dans la formation. Et on se demande si ces 35 000 professionnels produisent plus d'effets que dans des pays où il y en a peut-être moins. Alors, je crois que ces professionnels produisent plus d'effets, mais partagent peut-être un sentiment d'impuissance, le même d'ailleurs que les personnes qu'ils accompagnent, parce que se sentant soumis à un ensemble de contraintes, mais aussi n'étant pas toujours en capacité de défendre le métier. Pour autant, ils arrivent à faire passer des choses. J'ai toujours pensé que les métiers, les pratiques s'inventent sur le terrain. C'est toujours les gens aux prises avec le réel qui inventent les pratiques de demain. Donc les professionnels qui rencontrent les personnes, qui sont confrontés à des situations toujours singulières, qui ne peuvent pas appliquer des procédures parce que chacun arrive avec une situation, je dirais, exceptionnelle, ou en tout cas personnel, ces professionnels-là inventent des pratiques, surtout quand ils sont en difficulté, et ces pratiques passent par des mécanismes que je n'ai pas bien identifiés. Au niveau de la recherche, peut-être que l'université est là pour formaliser ce qui se fait finalement sur le terrain, et en dernier lieu passe au niveau politique. Alors je me dis que même si les professionnels ne savent pas très bien ce qu'ils font, comment ils le font, et en tout cas ne savent pas très bien le verbaliser, ils ont bien dû faire 2-3 choses pour que ça arrive au niveau politique et qu'on voit une évolution assez notable dans la conception même des pratiques d'orientation et des dispositifs d'orientation. Pour faire court, on est passé d'une approche très déterministe, portée essentiellement par Pôle emploi, où il s'agissait d'évaluer les caractéristiques d'une personne pour les mettre en relation avec des métiers qui soient justes comme il faut par rapport à cette caractéristique. On est passé de cette conception à une conception plutôt éducative. Donc là, l'avant-dernier appel d'offres de Pôle emploi nous a demandé, nous, prestataires, à se positionner, mais avec des approches éducatives, c'est-à-dire apprendre, transférer à la personne la capacité à manager, diriger sa trajectoire professionnelle. Dernière version, dernier appel d'offres de Pôle emploi, une conception constructiviste. La conception constructiviste renvoie à quelque chose qui est très important pour tous les professionnels. C'est, en fait, quand on est face à quelqu'un qui a des questions sur l'orientation, on se rend compte que les questions qu'il a portent sur le sens qu'il donne à sa vie. C'est-à-dire, je suis en panne parce que j'ai le sentiment que je ne peux pas agir sur ce qui me concerne et que ma vie n'a pas de sens. Au CIBC, qu'on reçoive des professionnels en poste qui font un bilan, ou qu'on reçoive des demandeurs d'emploi, ou qu'on reçoive des personnes en situation de handicap, on a quand même quelque chose de commun dans le discours qui est de dire ça n'a plus de sens tout ça. Je ne sais plus pourquoi je me lève le matin et même chez moi, familialement, ça n'a plus de sens. Les approches constructivistes, on met le doigt sur cet élément-là. Peut-être que la nourriture essentielle aujourd'hui, c'est de retrouver une certaine forme de lucidité sur qu'est-ce qui me fait me lever le matin, qu'est-ce qui me donne du sens, et les approches et la posture du professionnel, bien évidemment, devient très différent. Et puis le dernier né, le CEP, alors c'est déposé mais je vais en parler 2 minutes, parce que le CEP apporte quand même une dimension assez nouvelle. D'abord, il parle que d'actifs. Il n'y a plus de raison de différencier les différents types de publics. Et déjà ça, je trouve que c'est une avancée très notable. Dans actifs, il y a à la fois les demandeurs d'emploi, les salariés, toute personne qui est en situation de devoir être sur le marché du travail maintenant ou demain.
Deuxième notion qui en fait un dispositif assez novateur, c'est que toute personne a droit au conseil. Concrètement, ça veut dire que où qu'il se présente, il a le droit à avoir un conseil qui l'aide à identifier le problème qu'il a à résoudre aujourd'hui et le meilleur professionnel, le meilleur expert qui peut apporter des réponses à son problème. Ça veut dire concrètement qu'une mission locale peut recevoir une personne de 60 ans qui se pose des questions sur sa retraite demain. Qu'un Cap Emploi peut recevoir n'importe quel type de public qui ne fait pas partie de son public habituel. Conséquence, la centralité de toutes les pratiques d'analyse de situation partagée, co-construite avec la personne, devient l'élément phare, la compétence phare de tout conseiller en évolution professionnelle, mais je dirais de tout conseiller tout court dans n'importe quel champ professionnel. Et puis, dernière chose, pour la première fois, est inscrit dans la loi la posture professionnelle. Concrètement, est inscrit dans la loi sur le CEP l'idée que le professionnel aujourd'hui doit abandonner les pratiques de validation de projet et les pratiques de prescription. Le professionnel, du coup, est vu comme un méthodologue, une ressource qui doit apporter tous les éléments pour que la personne soit en mesure de décider par elle-même. C'est une avancée qui concerne à la fois les professionnels du CEP, là c'est inscrit, c'est les 5 grands, hein, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, les FONGECIF, les OPACIF et l'APEC. Merci Gérard. Et l'APEC. Ceci dit, les professionnels sont déjà sur ce type de considération, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, mais ce sont des pratiques non conscientisées et je trouve, et je finirai là-dessus, que l'urgence aujourd'hui serait très certainement de mettre en place, d'accompagner les professionnels pour mettre le métier sur la table et le discuter. Seuls les professionnels savent ce qui s'y passe réellement quand ils ont fermé la porte de leur bureau et qui doivent gérer seuls avec la personne les contradictions qui sont inscrites dans le système. Et je reprendrai une phrase ce matin, je ne sais pas si c'est André ou vous, Florence Hosty, qui l'avez dit, mais vous dites avoir du poids même si ça ne fait pas le poids. Et je crois qu'une ouverture aujourd'hui serait de donner les moyens à ces professionnels-là de faire valoir quelque chose qu'ils font. Avec, on me demande parfois, quand je dis, mais vous avez du poids sur les gens qui dirigent et qui décident pour vous, on me demande si je ne viens pas d'une autre planète, mais je pense que, comme dit André, si les décideurs réfléchissent Excel, alors il faut arriver à leur parler Excel, de la qualité de notre travail sous forme Excel. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est de développer des sessions d'analyse de pratique. Je précise, je ne cherche pas du travail, c'est des sessions d'analyse de pratique autonomes, sans intervenant extérieur. Donc je passe un temps aujourd'hui à former des équipes. Si, je l'ai éduqué un peu sur la question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout. Donc, quand j'interviens sur une équipe, c'est à condition que le management me laisse la possibilité pendant un an de créer avec son équipe des outils d'analyse de pratique qui puissent mener eux-mêmes pour pouvoir apporter des éclairages à leur management qui eux-mêmes font tampon avec des décideurs et aux décideurs qui eux-mêmes ont besoin d'avoir quelques billes pour faire évoluer un métier qui, somme toute, est opaque à ceux-là même qui le mettent en œuvre. Voilà ce que je... Merci.